Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci de votre fidélité tous les jours avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone 0826 300 300 et Aude qui vous attend au standard bien entendu. Avec le sommaire de cette émission, on va revenir sur Emmanuel Macron dans le grand débat du jour qui a sèchement recadré ses ministres à propos de l'entrisme des frères musulmans, les propositions jugées pas à la hauteur des fuites du rappeur qu'il avait même lui-même commandé. Ça ne va pas, ce n'est pas sérieux, a lancé le chef de l'État en visant surtout Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Alors parlons vrai, est-ce que ce recadrage vous semble de circonstance? Et à cette question, recadrage de Retailleau et Darmanin, Macron fait-il peser une menace sur le gouvernement? Risque-t-il de causer la démission de leur départ du gouvernement? Vous dites oui à 55%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour commenter, Luc Grassa avec nous, politologue. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30, de Marseille à Pau en passant par la région parisienne, les taxis se mobilisent contre la nouvelle tarification du transport des malades et contre la concurrence des VTC. Le gouvernement leur promet de renforcer les contrôles VTC en marge de ce mouvement. Un VTC marseillais a foncé dans la foule faisant 2 blessés. Alors parlons vrai, trouvez-vous légitime les blocages dans les villes? Et à cette question, transport sanitaire VTC, comprenez-vous la colère des taxis? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Rachid Boudjema sera avec nous, taxi marseillais et président de l'Union nationale des taxis. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. Vous arrivez comme une reine, une vedette. Oui, c'est une vedette qui ressemble plus à rien, mais. Oui, mais. Oui. Non, Il dit oui en pas plus. oui, mais. Non mais J'allais ajouter un compliment. dites une vedette américaine en anglais avec votre accent si American. American. Non? I don't speak English now. It is finished. It is finished, comme vous dites. An American star. Tremendous, ça y est. Tremendous, ça y est mis là. Il a retenu. Pierre-Yves Martin est avec nous, consultant. Bonsoir Pierre-Yves Martin. Bonsoir. Et un petit nouveau ce soir. Pierre Archet est avec nous, directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Logaret, le journal d'ici, président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Bonsoir. Bonsoir. Alors je peux vous le dire en patois. Allez. Espolitaquel. Voilà. Moi pareil. C'est exactement la même chose. Molbé en catalan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est jolie. Oh, dis donc. D'accord. Ça voulait pas dire bonsoir. Pas du tout. Non. Je suis permis de traduire en occitan ce que vous n'arriviez pas à dire en chinois, en hébreu ou en anglais. Je ne sais Voilà. plus. J'ai bien fait de venir, moi, aujourd'hui. Je suis bien contente. 0826 300 300, Pierre de Toulouse est avec nous. Bonsoir, cher Pierre. Bonsoir, vous allez bien? Écoutez, ça va. Très bien. Ça va Bon. plutôt pas mal. Vous voulez revenir, vous, sur les sujets, le sujet des taxis en grève? Oui, je crois que depuis que l'État existe, la méthode n'a pas changé. Toujours dans la précipitation et uniquement pour des raisons financières, on accouche de lois et de décrets sans concertation pour éviter en fait la banqueroute. Moi, je crois que les taxis, évidemment, ils manifestent, mais malheureusement, ça n'apportera pas grand-chose. Alors, ce que je pense qui serait une bonne idée, ça serait carrément, lorsqu'ils transportent un élu, c'est de le conduire directement à l'Élysée et ensuite ils le laissent gratuitement bien sûr devant l'Élysée. Ça permettra aux députés de réfléchir aux élus et de penser aux taxis qui quand même sont franchement attaqués et à mon sens illégitimement, sachant que j'ai un ami par exemple qui a acheté une licence il y a à peu près 15 ans, il a payé sa licence, il vient tout juste de finir de la payer. Et il se retrouve donc dans une situation non pas difficile, mais au lieu de gagner maintenant sa vie, eh bien, il va continuer quelque part à rembourser ou tout au moins gagner sa vie que si justement il avait pu maintenant s'en sortir, quoi. Oui, s'ils avaient gardé le monopole des taxis, c'est ça, et qu'il n'y avait pas cette concurrence voilà. estimée Et, comme déloyale. Ils manifestent d'ailleurs à Pau en ce moment. Ils sont allés hier devant la résidence du Premier ministre. Ils se sont fait sortir, parce qu'ils sont plusieurs bien sûr, par les CRS. Mais bon, c'est un peu normal aussi. Mais quand même, je pense qu'ils ont raison de manifester, parce que sinon, bien entendu, on peut tout accepter. Merci en Merci tout cas. beaucoup. C'est un Philippe Bilger. bonheur d'entendre Pierre régulièrement comme invité, enfin si j'ose dire comme auditeur. Il est toujours très fin, je trouve. Et là, j'approuve absolument ce qu'il dit. Un Pierre-Yves petit mot, de Martin. toute façon on va en parler. Ouais, en fait, moi, je suis toujours très étonné par ce sujet qui est extrêmement récurrent et qui n'a jamais été régularisé en fait depuis
depuis l'émergence des orientations d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est voilà, depuis 2015, il y a ce sujet qui année après année revient. Oui, voilà. Pierre Archet. Oui, absolument. Puis on stigmatise la France des blocages en général lorsque les taxis, les agriculteurs, les transporteurs, le secteur privé manifeste, ou les libéraux, et on ne songe plus à stigmatiser ou à dénoncer ces blocages lorsqu'ils viennent à la SNCF, à la RATP, etc. Finalement, c'est entré dans les mœurs. On s'offusque encore que les taxis bloquent, comme ça m'est arrivé hier matin d'arriver à Paris, l'autoroute après Orly, mais le reste, ça fait partie du folklore. Oui. Je crois qu'il faut avoir une vraie réflexion, ceci étant, sur notre capacité à encaisser blocage après blocage, des semaines de tunnels, de trous noirs. C'est pas faux, c'est pas faux. Et allez, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler de François Fillon, Bruno Retailleau, et puis éventuellement, rapidement, du réarmement spirituel. Ah ben écoutez, je ne fais pas référence au vrai bois. C'est pas parce que vous êtes une valeur cardinale de l'émission, c'est peut-être pour ça. N'en faites pas trop devant Monsieur Archer. 826. C'est-à-dire que je ne savais pas, cher cardinal, que j'assistais à un conclave. Voilà, c'est ça. Et le clave était de trop. Le clave est trop. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table, les amis, on vous souhaite la bienvenue, on est très contents. En plus, le soleil revient, Philippe David. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça, le soleil dans votre tête. Il est ronchon, Philippe David, aujourd'hui. Oui, non, mais j'ai de bonnes raisons. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout elle, vous ne vous inquiétez pas. C'est rare chez lui. Ah oui, c'est rare. Il fait sa petite... mais il est rarement ronchon. Ne vous inquiétez pas, mon indignation tout à l'heure va être pas mal non plus. Il est plus que ronchon, là. Ah oui, là, il est ronchon, là. Il est beaucoup plus que ronchon. Là, il est colère. Bon, je vais peut-être partir de suite alors. Non. Les Tarnais sont les bienvenus. Non, mais ça n'a rien à voir avec nous. Il avait laissé une saucisse dans le frigo, on lui a mangé, donc il est très énervé. Et on peut comprendre. Vous avez dit saucisse, Capucine a tressailli derrière vous. Capucine, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est le chien derrière. Allez, les 3 mots dans l'actu, puisque Félix est arrivé. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui ? De cette fusillade à Washington, 2 employés de l'ambassade israélienne abattus par un homme qui a crié Free Palestine. De ces 52 morts aussi à Gaza dans de nouveaux bombardements, des taxis qui manifestent et puis de la nouvelle liste des métiers en tension pour régulariser les travailleurs dans les métiers qui ont du mal à trouver preneurs. En 3 mots, attaque, taxi et métier. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et cap à l'ouest, monsieur le procureur, puisque vous allez parler de François Fillon et de Bruno Retailleau. Oui, je n'ai pas été étonné par l'éloge de François Fillon sur Bruno Retailleau, puisque Bruno Retailleau a été quasiment le seul à droite à ne l'avoir pas abandonné lors de sa déconfiture. Il a indiqué, ça me paraît très pertinent de la part de François Fillon, que Bruno Retailleau était l'anti-Macron. Et si vous me permettez de télescoper 2 sujets, c'est vrai, c'est l'anti-Macron. Je rejoins François Fillon, et en même temps, Bruno Retailleau à Londres a parlé d'un réarmement spirituel. Seul moyen pour lutter contre l'islamisme. Alors, je ne vais pas donner mon point de vue là-dessus, mais je trouve que c'est très juste l'idée que pour lutter contre l'islamisme, il ne suffit pas de le réprimer quand on peut, mais qu'il faut opposer une véritable philosophie qui battrait l'islamisme dans la tête de ceux qui y adhèrent. Et ça serait du coup quoi, cette philosophie ? On voit bien ce que ça veut dire. On fait un petit point là. Non, mais il n'y a aucun problème. On pourrait faire un atelier de travail. Non, pas du tout. Bon, ça pourrait être. Je sais que je me moque de moi-même. Je me moque de moi-même. Vous êtes adorable. Ah bah oui, je sais. Oui. Mais pourquoi pas un atelier, de grande envergure, parce que réarmement spirituel, ça exige beaucoup de temps. Moi, juste pour finir, ça m'inquiète un peu. Enfin, j'ai toujours du mal à comprendre ces déclarations parce que. C'est un peu jouer avec le feu. C'est un peu des déclarations sans fond, sans lien avec des actions. Et donc du coup, on est uniquement sur du positionnement médiatique. Et même si dans le fond, il y a peut-être quelque chose de vrai.
on n'en verra rien qui suivra. Et c'est vraiment ça qui me perturbe. C'est quoi, c'est de la punchline, c'est ça? Ouais. Oui. Ah là, vous m'étonnez. Ouais, mais je suis là pour t'étonner. La punchline peut être vertueuse. En l'occurrence, il s'agit de quoi? Pour le politique, il s'agit d'offrir une vision, de proposer une vision. Et on sait très bien que la déchristianisation des sociétés occidentales et de la société européenne en particulier, des sociétés européennes en particulier, est évidemment a fait le lit des alternatives spirituelles et notamment de l'islam. Et donc moi je ne suis pas choqué du tout par ce propos sur le réarmement spirituel. Je trouve au contraire qu'il remet un peu l'église au centre-village. Alors que moi ça me... C'est le terrain de Philippe David. Ça m'interroge parce qu'il y a quand même un sujet de laïcité qui semble pas présent dans ces déclarations-là. Et c'est juste ça, moi, mon interrogation. Ce serait trop long. Ce serait trop long. Ouais, bon, allez. J'allais dire pour une fois quelque chose d'intelligent. Allez-y, dites-le. C'est tellement exceptionnel. Mais vous m'avez donné l'heure. C'est une tarte à la crème qui ne sert à rien contre l'islamisme. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Merci Philippe Vilégère. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont attaque, taxi et métier. 52 morts dans de nouveaux bombardements à Gaza. Il y a une volonté d'extermination de la part de Netanyahou, déclarait Jean-Pierre Raffarin ce matin sur Sud Radio. Il réagissait également évidemment à cette fusillade aux États-Unis. 2 employés de l'ambassade israélienne abattus devant le musée juif de Washington. Un degré d'antisémitisme et de terrorisme qui confine à la guerre, selon l'ancien Premier ministre. À suivre aussi, la mobilisation des taxis se durcit à Pau, Marseille ou Paris contre les nouveaux tarifs de transport sanitaire, contre la concurrence des VTC. Même un syndicat justement de VTC les soutient sur Sud Radio, on va l'entendre. Et puis la nouvelle liste des métiers en tension vient d'être publiée au journal officiel pour la régularisation de travailleurs étrangers, agriculture, aide à domicile, hôtellerie ou bien encore restauration. Les vraies voix Sud Radio. L'armée israélienne a émis ces dernières heures de nouveaux avis d'évacuation dans 14 secteurs de la bande de Gaza. Les bombardements d'aujourd'hui ont fait 52 morts selon la défense civile de l'enclave palestinienne. Avant même ces nouvelles frappes, Jean-Pierre Raffarin évoquait ce matin la situation là-bas. L'ancien Premier ministre invité du Grand Matin Sud Radio réagissait également à cette fusillade à Washington. 2 collaborateurs de l'ambassade israélienne aux États-Unis abattus par un homme qui a crié un slogan en faveur de la Palestine. Jean-Pierre Raffarin. L'antisémitisme à ce degré-là, c'est une forme de terrorisme, c'est une forme de guerre. Ce que nous ont appris quand même les événements du passé, c'est que la guerre n'élimine pas la guerre. Et c'est pas parce que on veut aller à l'extermination qu'on réussit à y aller. C'est toute la problématique aujourd'hui qui est posée à Israël. Israël a un objectif d'extermination. En tout cas, Netanyahou, pas forcément Israël, mais Netanyahou. Il y a une volonté vraiment de raser Gaza. Ça ne conduit à rien. La violence ne conduit nulle part. Et la violence ne peut que créer que de la violence. Et donc cette lutte-là, elle ne créera que du terrorisme à venir. Tant qu'il n'y aura pas une Palestine organisée, tant qu'il n'y aura pas une capacité d'un dialogue entre 2 États, il y aura cette violence qui créera de la violence. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe. Jamais bouleversant d'inventivité et d'originalité, Raffarin. Mais là, ce qu'il dit me semble évident. Il est clair que Netanyahou est en train de... Chaque jour, on apprend des morts. C'est hallucinant. Et on a dans la tête la barbarie du 7 octobre. Il y a une question, s'il libérait les otages, il n'y aurait plus de violence. Bien sûr. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose que les gens, une chose qu'on ne rappelle jamais, ou presque, dans les médias français. Il faut quand même le rappeler. Non mais bien sûr. Ah bah oui. Mais lui-même dure Netanyahou parce que sur le plan judiciaire, il a besoin que ça dure. Alors, il faut dire qu'en France, on n'a pas de leçon à donner sur la gestion des otages. Nous en avons un en Algérie actuellement, me semble-t-il, et on ne s'en occupe pas beaucoup. C'est pas faux. Et je vous remercie de le rappeler. Allez, deuxième mot, taxi. Ils se sont fait entendre aujourd'hui pour la 4e journée de mobilisation. Des centaines de taxis ont bloqué notamment le boulevard Raspail, près du ministère des Transports à Paris. Mobilisation également à Pau, la ville du Premier ministre François Bayrou. Ou encore à Marseille, où ce matin, un chauffeur de VTC a foncé dans la foule en blessant 2 personnes avant de se rendre. Les taxis dénoncent les nouvelles règles de tarification du transport sanitaire, mais aussi la concurrence jugée déloyale des VTC. D'ailleurs, en réponse à leur colère, le gouvernement promet de renforcer les contrôles de ces véhicules de tourisme avec chauffeur. Et justement, ce matin, sur Sud Radio, les taxis ont reçu un soutien inattendu, celui d'un syndicat de VTC, a priori le camp d'en face, mais non, Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat FO VTC, dit comprendre la colère des taxis.
Je les comprends très bien et dans les revendications, moi j'ai expliqué avec des taxis avec qui on a échangé hier, c'était un échange amical et chaleureux, on a des points de convergence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une saturation du marché, il y a énormément de personnes qui viennent s'engouffrer dans une profession où ils pensent pouvoir générer des revenus, alors que finalement il y a rien, il y a plus rien, quoi. Je veux dire, la part de gâteau se réduit, les règles ne sont plus respectées, c'est le Far West total. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui amène des gens dans cette machine à précarité, faisant croire à l'illusion d'une indépendance et finalement sont enchaînés à des dettes pendant des années. Ça amène finalement les plateformes à tirer les prix vers le bas. Brahim Ben Ali de FO VTC ce matin sur Sud Radio. En bref, ce coup de filet pour démanteler un réseau pédocriminel. 55 hommes ont été interpellés en France entre lundi et ce matin. Démantèlement après 10 mois d'enquête d'un réseau qui échangeait sur Telegram. Parmi les mises en cause de 25 à 75 ans, on trouve un prêtre, un ambulancier ou encore un professeur de musique, du grand-père au célibataire esseulé. Tous échangeaient sur la messagerie cryptée en lien avec des pédocriminels déjà incarcérés depuis l'été dernier. C'est ce qu'indique l'Office des mineurs. Et puis le troisième mot, métier, la nouvelle liste des métiers en tension vient d'être publiée. Elle permet de régulariser les travailleurs étrangers avec un titre de séjour s'ils ont au moins 12 bulletins de salaire en 2 ans dans des secteurs en souffrance. Cette liste, plusieurs fois reportée, établit donc 80 métiers en tension région par région. On y trouve en bonne place par exemple les agriculteurs salariés, les aides à domicile et aides ménagères, les employés de maison et personnel de ménage, les maraîchers et horticulteurs salariés ainsi que les employés de l'hôtellerie ou encore du bâtiment, mais aussi évidemment les aides de cuisine et les cuisiniers, ce qui va de soi, réagit Alain Fontaine, le président de l'association française des maîtres restaurateurs. Tout le monde le sait, tout le monde va dans les restaurants. C'est très bien par qui sont tenues nos cuisines. Il suffit de passer un coup d'œil. Il faut arrêter de faire les vierges effarouchées. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration. On considère que c'est à peu près 30% du million de collaborateurs qui sont dans la restauration. On parle de 300 000 personnes. Là, ça va donner une bouffée d'oxygène à ces employeurs qui avaient des employés qui étaient en indélicatesse administrative et donc les employeurs aussi. Je pense que ça, ils vont respirer. On peut dire qu'on va fluidifier et en même temps légaliser certaines choses qui coûtaient cher à la société. Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs, au micro Sud Radio de Clément Barguin. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous et juste avant de repartir, on va vous offrir un joli cadeau parce que vous savez que ce dimanche c'est la fête des mères et à l'occasion de cette fête, cette semaine toute la journée, donc vous aurez la possibilité et c'est maintenant de remporter un bracelet de la collection Lettres avec vous mettez les initiales de votre prénom ou celui de quelqu'un d'autre, livré dans un coffret cadeau, le vent à la française.com. Et pour ce faire, c'est facile, le 0826 300 300 tout de suite. Et comme Philippe David est un peu colère, je vais lui demander de donner un chiffre. Ça va le rendre heureux. Oh bah écoutez, je vais mettre le numéro 10. C'est mon numéro fétiche depuis l'enfance, comme j'étais fan de Michel Platini. Voilà, c'est ça. Le 10e appel au standard, c'est pour vous, ce joli bracelet de collection Lettres. Et c'est offert par Sud Radio et le vent à la française.com. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Avec ce débat à venir sur, je vais vous le dire tout de suite, sur Macron qui recadre sèchement ses ministres sur les frères musulmans. Ça ne va pas, ça n'est pas sérieux. En tout cas, c'est ce qu'il a dit à Retailleau et à Darmanin. Alors parlons vrai. Est-ce que ce recadrage vous semble de circonstance? Et à la question, recadrage de Retailleau et Darmanin, Macron risque-t-il de causer leur départ du gouvernement? Vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Luc Grasse sera avec nous, politologue. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h, comme tous les jours, avec Philippe Bilger autour de cette table, Pierre-Yves Martin ce soir, consultant, et Pierre Archet, qu'on est ravi d'accueillir, directeur de l'hebdomadaire du Tarn et du Logaret, le journal d'ici, président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Lauragais. Du Lauragais. Qu'est-ce que j'ai dit? Du Logaret, mais c'est pas grave. Mais vous dites n'importe quoi, vous avez des preuves? Je vous demande de vous arrêter. Comment ça va, Pierre? Très bien, merci. Vous êtes content? Oui, merci de m'accueillir, c'est très sympa. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Vous direz ça à la fin de... Oui. Alors, Philippe Bilger m'a averti tout à l'heure qu'on avait le droit aux blagues pourries. Alors, vous n'allez pas être déçus parce que s'il y en a une qui me traverse l'esprit, vous y aurez droit. C'est promis. Très bien, super. Puis je peux vous dire qu'on surenchérira sans hésiter. Non, vous emballez pas non plus, Philippe David. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour.
rendez-vous pour examiner le dernier rapport sur les frères musulmans. Le président a sèchement recadré ses ministres. Donc toute cette histoire m'a mis en colère. Ça va pas, cool. Malgré l'urgence, le président Macron ne demande pas d'action immédiate. Et ça va péter. D'accord, faisons comme ça. Emmanuel Macron a donc sèchement recadré ses ministres à propos de l'entrisme des frères musulmans, des propositions jugées pas à la hauteur, des fuites du rapport qu'il avait même commandé. Ça ne va pas, ce n'est pas sérieux, a lancé le chef de l'État en visant bien entendu Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Alors parlons vrai, est-ce qu'au cas où Retailleau ou Darmanin franchissaient le Rubicon et démissionneraient, est-ce que cela créerait une crise politique? Et à la question recadrage de Retailleau et Darmanin, Macron risque-t-il de causer leur départ du gouvernement? Vous dites oui à 52%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Le président pourra d'autant moins faire partir Bruno Retailleau et Gérald Darmanin du gouvernement que le recadrage auquel vous faites allusion dans votre interrogation a été absolument dérisoire dans la chronologie. C'est en réalité, vous l'avez très bien dit, les fuites, mais la raison fondamentale de tout cela, c'est qu'au contraire, il constate que la droite, en la personne de Retailleau, reprend du poil de la bête, et c'est peu dire qu'en réalité le macronisme est dévalué et que lui-même en réalité est confronté à un danger qui s'appelle une droite revigorée et Bruno Retailleau en majesté, en tout cas virtuelle. Donc, il est exclu qu'il parte. C'est plutôt Bruno Retailleau qui, aujourd'hui, a la main. Pierre-Yves Martin. Je trouve que ce gouvernement a comme particularité de n'avoir que très peu de ministres poids lourds. Et que Retailleau et Darmanin en font partie, sont les rares à être des poids lourds. Donc effectivement, je vois mal comment ils pourraient s'affranchir de ces deux ministres. Après, sur la colère exprimée par le président Macron, moi je suis peut-être un peu naïf, mais je trouve ça très bien qu'il exprime cette colère sur cette fuite, même si on peut imaginer qu'elle soit organisée par différents courants. Mais c'est vrai que c'est un peu agaçant de voir ces informations arriver directement sur le tableau de la presse. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est on a parlé de décision, de proposition des deux ministres qui n'étaient pas à la hauteur. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de ces propositions. Vous savez ce qui s'est dit, ce qui a été proposé par les ministres pour lutter contre l'entrisme des frères? Non, jusqu'ici, ça n'avait pas vraiment... On a fait quelques-unes. Oui, mais bon, rien de transcendant. Avant. Pierre Archen, notre partenaire pour l'opération La France qui reste debout, président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Alors la question, c'est de savoir si là, le macronisme reste debout, parce qu'en réalité, l'énervement ou l'agacement du chef de l'État contre Retailleau, notamment, c'est quelque part, il marque un motif très fort, c'est la fin d'une illusion, la fin de l'illusion d'un macronisme de droite, cette espèce d'équilibre qui voulait qu'en même temps, on aille chercher les gens un peu à droite, un peu à gauche, et qu'on essaie de fabriquer ce fameux bloc central. La réalité, c'est que Retailleau, il démontre qu'une offre de droite semble émerger réellement pour la première fois depuis quasiment 10 ans, en tout cas depuis Fillon, dans la vie politique française, et que cette offre de droite, elle est susceptible de ramener, et on le voit dans les sondages qui sont publiés depuis l'accession de Retailleau à la présidence de LR, on voit bien que cette offre-là, elle est capable d'aller chercher des électeurs qui s'étaient évadés vers Macron, mais aussi des électeurs qui se sont réfugiés sur le vote RN. Et j'en veux pour preuve une autre réflexion qui marque aussi un agacement, c'est celle de Marine Le Pen ce matin, qui qualifie les propositions de Retailleau sur l'entrisme islamique d'indigentes, et qui sont des mesurettes techniques. On voit bien qu'il y a une forme de donc ça signifie que Retailleau se met là réellement au centre du jeu. Il est servi par 3/4 des votes des adhérents LR dimanche dernier. Luc Gras, alors c'est étonnant parce qu'on parle de Retailleau et de Darmanin, mais la surenchère de Gabriel Attal, pas un mot en fait. Et là, pour le coup, c'est une vraie surenchère suite à ce dossier.
Oui, ben on le voit bien, ça fait donc l'expérience Macron qui dure depuis 8 ans aboutit à ce que Gabriel Attal dise aujourd'hui le contraire de ce qu'il disait hier, à savoir obliger toutes les jeunes filles à ne pas avoir le voile jusqu'à 15 ans, et puis Macron qui se réveille sur ces thématiques-là. Le problème, c'est que l'interlocuteur précédent disait le macronisme de droite c'est fini, mais on a un peu l'impression que c'est que le macronisme est fini, et pour une raison simple, c'est que le macronisme n'était pas une idée politique, elle était d'abord avant tout un prérequis économique de servir la politique de l'offre en économie, mais ce n'a jamais été une colonne vertébrale politique. Donc là, évidemment, à partir du moment où Retailleau a été élu de manière très large au sein de LR, eh bien Macron, à chaque fois, il nous fait des sautes un peu d'humeur, et la dissolution en était une, et là, on a un peu l'impression qu'il prend ombrage du fait que Bruno Retailleau se positionne sur ces thématiques. Et donc, peu importe le contenu, finalement, il est un converti de la dernière heure sur les questions concernant l'entrisme de l'islamisme dans ce pays, mais c'est bien trop tard. Est-ce que quelque part, cette remise, on va dire cette remontée de cale, on va dire ça comme ça de manière un peu triviale, elle pourrait pas un jour, comme Macron est quand même quelqu'un d'un peu impulsif, se retourner contre lui? Parce que imaginons que Retailleau dit voilà, moi ça me convient pas, je quitte le gouvernement et LR ne les soutient plus. Est-ce que là, il se retrouverait pas vraiment un peu... Ce serait compliqué. Ce serait un peu compliqué pour lui, Luc Gras. Oui, mais l'homme fort, c'est pas Macron, c'est Retailleau. Retailleau, c'est lui qui va décider, c'est lui qui va être le maître des horloges, c'est lui qui va décider. À un moment, il faudra bien qu'il quitte le gouvernement pour aller dans la perspective de 2027, organiser pour le moins sa famille politique. Mais c'est clair que c'est plus Macron qui a la main. Et en réalité, il va pas partir maintenant, Retailleau, parce que c'est pas l'intérêt. Il est très exposé médiatiquement avec le ministère de l'Intérieur. Il est en train de délivrer une forme de programme. Et il est en train de créer une image, contrairement à ce que disait Laurent Wauquiez d'ailleurs, du candidat anti-Macron. Et c'est sa puissance, et François Fillon l'a rappelé d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui, en réalité, Retailleau est le véritable candidat anti-Macron, avec tout ce que ça avait de délétère, notamment sur les questions de pouvoir d'achat et de sécurité. Je rejoins totalement ce que vous venez de dire, Luc Gras, et c'est d'autant plus vrai que Bruno Retailleau, avec cette élection éclatante à la tête des Républicains, comme il le souhaitait, va renforcer son rôle ministériel au sein d'un gouvernement. Comme l'a dit Pierre-Yves, il est l'un des poids lourds, le poids lourd le plus incontestable. Mais ma question est celle-ci: est-ce que vous ne croyez pas qu'Emmanuel Macron est sujet aujourd'hui à une forme d'énervement politique, dans la mesure où il a à subir ce hiatus entre une pratique internationale où il n'est pas médiocre de mon point de vue, ou même sur certains sujets il est irréprochable, et puis une vie nationale où, mon Dieu, ça grince et ça grippe. C'est pas facile pour lui à l'intérieur. À l'extérieur, ça va mieux. Alors, je suis tout à fait d'accord, Philippe, dans ce sens où on peut dire qu'en politique internationale, il fait le job sur l'Ukraine, sur les malheurs au Moyen-Orient, donc on est d'accord là-dessus. Mais en réalité, le problème d'Emmanuel Macron, semble-t-il, c'est qu'il est comme une forme de parenthèse. Il n'a jamais, en vérité, réussi à établir un lien avec le peuple de France. Il y a toujours eu un décalage. Sa campagne électorale 2017 laissait espérer qu'il pourrait entendre le ras-le-bol des Français, mais en réalité, en politique internationale, c'est quand même indépendant du peuple de France, c'est les intérêts de la France au sens international. Donc effectivement, il fait un parcours qui est respectable. Mais sur le problème de la politique française, les aspirations des Français, les ressentis des Français, il n'a jamais réussi véritablement, et peut-être parce qu'il n'a pas eu de mandats électoraux successifs, de terrain, etc. Il n'a jamais réussi à entendre véritablement la voix de la France. Pierre Archer. Oui, mais alors depuis 8 ans, en réalité, on a affaire à une sorte de Macron à contre-champ, parce qu'on l'attendait sur l'intérieur
et il s'exprime sur l'international. Moi, je ne suis pas aussi indulgent que vous sur la réussite de son action internationale, qui a tout de même été marquée par une succession d'humiliations diplomatiques. On s'est fait chasser d'Afrique. Alors, même si Macron n'a pas l'entièreté de la responsabilité, hein, ça vient de plus loin, mais enfin, on s'est fait chasser d'Afrique, etc. Quant à son action qui est, alors pour le coup, presque sarkozyste au sens du volontarisme sur l'Ukraine, notamment, ou sur le sujet palestinien ou israélo-palestinien, il est un peu tôt pour en juger. Je crois c'est à la fin du marché qu'on ramasse. On compte les bouses. Qu'on compte les bouses. Voilà, qu'on compte les bouses. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, si vous préférez. Pierre-Yves Martin. Moi, je suis pas complètement d'accord avec l'analyse de Monsieur Gras. Je trouve que faut pas avoir la mémoire trop courte et que en 2017, le président Macron, enfin le candidat Macron, je pense que moi c'est pendant la campagne électorale de 2017 qu'il a justement réussi à créer un lien fort avec l'opinion, avec le peuple français. Ça a peut-être duré quelques mois et seulement le temps de la campagne, ou peut-être quelques semaines ou quelques mois après son élection de 2017, mais je me souviens quand même d'une espèce d'image hyper forte, d'un élan populaire derrière lui, autour de cet homme est en train de révolutionner la politique, il vient de nulle part. On sortait d'un Hollande avec des scores. Ouais, peut-être, mais enfin, ce qu'il a fait, c'est quand même aucun autre président de la République n'a réussi à se faire élire de cette façon-là. Il est arrivé en mode éclair, et donc du coup, c'est pour ça qu'on y a mis. Personne le connaissait 3 ans avant son élection. Exactement. Donc je trouve quand même qu'il y a effectivement eu un lien fort pendant cette campagne, et c'est vrai qu'après, tout de suite après, il y a eu ces 2 ans d'attentisme où il s'est pas passé grand chose. Il y a eu un emballement médiatico-politique autour de Macron en 2017. Moi, je vous rappelle quand même son score de premier tour. On est sur 18% des inscrits. Moi, je n'appelle pas ça une vague ou un soutien populaire qui vient des profondeurs du pays. Et Luc Gras, est-ce que il se rend pas compte finalement cet énervement, il a perdu la main finalement, il se rend compte que il est plus aux affaires sur le pays. Sa parole ne compte plus, c'est-à-dire qu'il a une France qui est tournée contre lui. Il voit que ses ministres Darmanin et Retailleau sont en train de prendre le lead et monter dans les sondages. On n'est pas plutôt sur cette colère-là finalement? Tournant de on va dire la période Macron, c'est évidemment juin 2024 avec cette dissolution. C'est là le tournant. À partir de là, sous la Ve République, il eût été possible et raisonnable que le président prenne un petit peu de recul, aille sur son avantage, et à la manière de Jacques Chirac et avec la méthode de François Mitterrand, de n'intervenir que ponctuellement pour vraiment aller chercher et écouter l'opinion publique et à certains moments faire preuve de son autorité. Le président de la République sous la Ve République, c'est la clé de voûte des institutions, qu'il prenne la parole à cette occasion. On a le sentiment que depuis la dissolution, le président Macron n'a pas réussi à prendre la bonne distance. Alors je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant, hein. On peut dire qu'il a entendu les Français au moment de la campagne de 2017 et que ça s'est effiloché, peut-être que pendant quelques mois ça a encore marché. Ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on sent que, vous voyez, par exemple dans l'opinion publique, il y a un sentiment qui ressort très souvent maintenant, c'est la colère. Et alors, on n'est pas loin de penser que les conseillers en communication autour de Macron lui a dit qu'il faudrait peut-être marquer des coups comme ça. En plus, l'arrivée de Retailleau, ça l'a énervé. Et donc, il n'a pas réussi, et pendant le temps où il avait une majorité absolue, et maintenant, à prendre, semble-t-il, la bonne distance. Pour suivre la voie empruntée par Cécile, là, à l'instant, il est important de voir aussi que, à cause de la dissolution, il n'a pas osé, au dernier moment, évoquer le référendum. Il a eu peur de retomber dans les mêmes errements. C'est très intéressant de voir à quel point il a perdu énormément d'initiatives. Allez, Pierre est au standard à 0826 300 300. Une réaction, Pierre? Oui, je crois que pour exister
en national, Macron fait du Mitterrand, comme sous la cohabitation de 86. Alors certes, il joue les troubles faits, mais en poussant Retailleau à la sortie, bien sûr, il ouvre un boulevard élyséen à Retailleau. Ce qui fait la qualité de Retailleau, c'est qu'il sort des codes politiques classiques, c'est-à-dire qu'il dit les choses que les Français veulent entendre. Lorsqu'on sort justement ce type de rapport qui était resté confidentiel, les Français sont contents parce que quelque part ça correspond à ce qu'ils pensent réellement de ce qui se passe aujourd'hui en France. Et donc évidemment ça ne lui donne que des qualités, quoi, ce fameux Retailleau. Donc je pense que Macron, lui, il est en porte-à-faux, il sait plus trop comment s'organiser, et je pense que d'ailleurs il devrait peut-être regarder les années Mitterrand pour voir comment avait fait Mitterrand pour être réélu en 88, parce que c'était un type bien sûr très fin, et il arrivait justement à utiliser les gens, malheureusement, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est de la politique, pour pouvoir rebondir. Une réponse rapide, Luc Gras. Non, mais je pense que ce qui est dit est tout à fait clair. Le président est dans une situation où aujourd'hui il n'a plus de moyens d'imposer sa politique, et à partir de là, eh bien, il est très en difficulté pour essayer d'exister politiquement. Merci beaucoup, Luc Gras. Je rappelle votre livre, Luc, La démocratie en péril, que l'on vous incite bien entendu à acheter. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Pierre, vous restez avec nous puisque c'est l'heure fatidique comme à chaque fois. Du qui c'est qui l'a dit dans un instant. On fait une petite pause et on revient dans quelques petites secondes. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. L'un des grands moments que vous attendez tous dans cette émission où il n'y a pas de... la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ce qu'on essaye de vous dire depuis quelques instants. Sans loi ni foi. Et dans le rôle de la mauvaise foi, il y aura Philippe Bilger ce soir, Pierre-Yves Martin et Pierre Archet qui est avec nous, directeur du journal d'ici. Et je rappelle quand même qu'il est notre partenaire dans cette belle opération La France qui reste debout, partenariat Sud Radio. Et bien entendu, notre ami Pierre qui est là, à la cool, tranquille, et qui va nous envoyer ce petit jingle. Alors, comme Sud Radio s'internationalise, je dirais en espagnol « Quien lo dijo ?» ou alors en anglais « Who said it ?» ou alors en arabe « Man kaldalik ?» Ah bah fabuleux. La voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Quel talent ce Pierre. Allez Pierre, écoutez bien, c'est vous qui répondez en premier. Qui c'est qui l'a dit ? Je ne suis pas très favorable au référendum, surtout sur les sujets complexes. Il est passé ce matin ou pas ? Oui. C'est Raffarin. Mais il a dit Raffarin, Pierre. Putain, c'était mon seul espoir de points. C'est que moi, je l'aurais dit Léon XIV, mais... Vous avez dit putain ou je rêve ? Vous l'avez dit. Vous rêvez. Non, pas du tout. Qui c'est qui l'a dit, Pierre ? Avec Bruno Retailleau, nous ne sommes pas sur la même ligne. Vous me connaissez, vous savez que je suis une féministe, une espèce assez rare à droite, plutôt une écologiste des résultats. Pierre. C'est pas Le Pen quand même. Non. Alors je vois pas. De droite. De droite, oui. Du parti de Retailleau. C'est une présidente. Une présidente. Alors, la présidente de l'Assemblée nationale. Non. Non, elle n'est pas de droite. Elle n'est pas de droite. Non. Elle est présidente de région. Bonne réponse. Bien sûr. Oh là là, Pierre Archet qui ouvre le score pour la deuxième question. Tu vois, comme on est gentleman, on le laisse gagner. Ouais, c'est vraiment cool de votre part. On est comme ça, nous. On est comme ça avec Philippe. On a le cœur. On peut dire que le Sud-Ouest est fort entre Pierre et Pierre. Ouais. Allez, super. Sur les propos de Dominique de Villepin, j'ai du mal sur un certain nombre de sujets à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Pierre. L'extrême gauche. Sur les propos de Villepin. Ouais, de Villepin. Donc c'est quelqu'un de gauche. Et je dirais... Ah non, c'est pas quelqu'un de gauche. Non, je dirais pas ça non plus. Ah ouais. En tout cas, c'est une personne très importante.
Dans la Allez, hiérarchie les de vraies l'État. voix. Mais qui a dit Larcher. quoi? Qui a dit? Bonne réponse, Gérard Larcher. Gérard Ah oui, Larcher. c'est vraiment quelqu'un de très important, effectivement. D'imposant même. Je dois dire le geste à la parole. Il prend de la place, ça c'est sûr. Qui c'est qui l'a dit, Pierre? À la question, au second tour, voteriez-vous pour Édouard Philippe ou Marine Le Pen? Bruno Retailleau a répondu Édouard Philippe. Fin du jeu, game over. Ces gens font partie du problème. Pierre. Oula. Quelqu'un de gauche. Non. Zemmour, Non. Bocquier. Non. Ok, Henri, là, au Rassemblement National. Non, c'est pas Giacobelli. Non, c'est pas Candidate. Candidate, une candidate, c'est pas Knafo. Dati. Non. Candidate. À la présidentielle. À la présidence. Tour de Bonne gueule. réponse de Pierre, Marine Le Pen. Marine Le Ah Pen. ben on l'oublie. Ben oui, ben vous D'autant l'oubliez. plus que ce sera peut-être Et c'est pas l'autre. certain, voilà, c'est ça. On Qui nous s- donne des drôles de questions. Hein. Et c'est qui l'a dit sur le rapport des frères musulmans? Le problème de l'entrisme, on dégage très rapidement des visions complotistes. Pierre. C'est dur, hein. En général, Cécile fait un bruitage très bien fait pour mettre les vraies voix sur la voix. Ça pourrait être le coq. Non. Mélenchon. Presque. Le coquerel. Voilà. Parce qu'il y a Lecoq aussi comme député Oui, LFI. oui, mais je connais le langage de Cécile. Qui c'est qui l'a dit, Pierre? Il faut interdire les frères musulmans. Oh. Là, je dirais... Détesté par son camp. Détesté par son Ciotti. Non. Non, de l'autre côté. Ruffin. Non. Il a un petit côté espagnol. Valls. Bonne réponse de Pierre Archet. Ah, il est Manuel. Là, franchement, elle était téléguidée, là. Vous Ouais, êtes rapide, Pierre. Ouais, hein. très rapide. Sur l'entrisme C'est agaçant. islamiste, qui c'est qui l'a dit? La politique des petits pas face à ces immenses dangers ne produira que des petits résultats. Aujourd'hui, ça a été dit Oui, ce matin. ce matin. Non, il y a 6 ans. Langocha? Ouais. Le Pen. Non. Même parti. Zemmour. Non. Non. Knafo. Même parti. Même parti que Le Pen. Knafo. Bardella. Bardella. Non, même Non. parti que le Pen. Un Giacomelli. ancien vice-président. Chenu. Bonne réponse de Philippe Bilger. Ouh là là, c'est serré, hein. Allez, 6-6-6-3. Allez, Qui c'est qui l'a dit sur le Conseil de défense sur les frères musulmans, Pierre? L'islamophobie franchit un seuil. facile. Pierre. L'islamophobie. Pierre. Pierre. C'est le mot de qui? De quel parti, Pierre? Allez-y, Pierre. Ça y est, Ah oui, ben alors, oui. c'est Jean-Luc. C'est Mélenchon, oui. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mélenchon. Non, c'est pas vrai, il m'a piqué ma réponse. Ouais. Non, je mais proteste la savais. officiellement. Je peux vous donner un point. À la rigueur. Vous êtes vraiment aimable. Quelle générosité. C'est bien la première fois qu'il donne un point, hein, d'un autre côté. Ah non, mais il me le vole. Non, il me Allez, donne rien allez, du tout, on il en me est où, vole. Philippe? Eh bien, écoutez, Philippe Bilger, revenu du Diable Vauvert, mais qui a répondu quand même à la limite, parce que Pierre avait pas tout à fait fini 9 points. Ça m'aurait Pierre et étonné. Pierre sont à 6 points. Pas mal. Pierre-Yves est à 3 points. Ah, et bravo. donc, Philippe Bilger a gagné avec Bravo. des artifices que je qualifierais d'un peu déloyaux. Mafieux. Non, quand même pas. Ah, d'accord. Les Bilger et Al Capone, c'est pas la même À crèmerie quel quand même. moment Cécile ne m'a pas aidé, Absolument Pour pas. une fois. Jamais. sauf que j'ai prévu Coquerel. Bah oui, c'est ça. Et c'est sur l'aide de Philippe Voilà. David, je tiens Oui, à le signaler. voilà. Pierre, on vous remercie sincèrement. C'est Merci toujours à un vous. plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André. Je pense que ça va être un peu plus sympa en ce moment. Et puis le coup de gueule de Philippe David. Ah, il y a des 2 poids, 2 mesures qui me font sortir la fumée par les oreilles. Ah bon? Ah oui. Il me regarde Mais là, il y a mon méchamment quand casque, il dit ça. alors, On dirait un taureau. Il est pas content. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette tête généreuse, Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant, et Pierre Archet qui est avec nous. Et on est ravis de l'accueillir, le directeur de l'hebdomadaire Journal d'ici et notre partenaire pour la France qui reste debout. Vous savez, vous l'entendez tous les matins dans le Grand Matin et chez nous dans quelques instants avec Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous. Tout dans un instant, le 0826 300 300, un jeu d'abord.
Allez, jeu d'abord. On va faire plaisir. On va vous offrir peut-être pour vous un pack Lexon avec des objets design et connectés offert par Sud Radio et par Lexon. On est très content avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est facile. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe David? Il faut donner un chiffre entre 1 et 10, mais on va demander à Pierre Archet, comme c'est notre partenaire cette semaine. 5, c'est mon côté centriste. Allez, 5e appel au standard. Et on reprend le gagnant dans quelques instants. Tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Sens, sous-préfecture de Lyon. Pourquoi Sens? Parce qu'une professeure de physique-chimie est suspendue depuis le 31 mars pour un comportement qui me semble surprenant, même si elle a reçu le soutien des syndicats. En effet, cette enseignante a, selon le rectorat, demandé 1 minute de silence en hommage aux victimes de Gaza après un cours aux élèves d'une classe de seconde le 26 mars. Une version démentie par les syndicats qui écrivent dans un communiqué que, je cite, « Des élèves du lycée de Sens ont légitimement demandé à une enseignante d'observer 1 minute de silence en hommage aux victimes du génocide. Fin de citation. L'enseignante a donc été suspendue pour manquement à l'obligation du respect de neutralité. Et je dois dire que je comprends parfaitement l'attitude du rectorat pour tout un tas de raisons. Tout d'abord, dans un cours de physique-chimie, on parle masse volumique ou tableau de Mendeleïev, mol de molécules ou mol de particules. Désolé de rappeler peut-être des mauvais souvenirs à certains. Merci. Pas de conflit au Proche-Orient. C'est le B à bas à rappeler. Ensuite, si ce n'est pas l'enseignante qui est à l'origine de la minute de silence, mais les élèves. L'autorité fait que celle-ci aurait dû refuser de s'y associer et de leur rappeler le devoir de neutralité des enseignants. De même, cette enseignante a-t-elle organisé 1 minute de silence pour les victimes du pogrom du 7 octobre 2023 ? Rappelons qu'il n'y aurait pas de guerre à Gaza si celui-ci n'avait pas eu lieu et que, si on laissait faire le Hamas, il génociderait les Juifs de la même manière que l'ont fait les nazis. Le cinéaste antisémite Jean-Luc Godard disait « L'objectivité à la télévision, c'est 5 minutes pour les Juifs et 5 minutes pour Hitler ». J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce propos est devenu « rien pour les Juifs et tout pour le Hamas ». Vous avez totalement raison, Philippe, que ce soit à l'initiative de l'enseignant, c'est un scandale de faire des minutes de silence à la carte en choisissant sa cause et son sujet. Et si sont les élèves, vous avez tout dit, on fait preuve d'autorité, on a le courage de dire ça n'est pas le lieu d'être. Pierre Archer. Alors, si ce sont les élèves qui ont demandé la minute de silence et que le professeur a en quelque sorte obtempéré, c'est dramatique. C'est encore plus dramatique, je trouve, parce que c'est la traduction d'une sorte de peur. Des enseignants aujourd'hui qui se disent qu'est-ce qui va m'arriver? Pas de vague. Pas de vague, exactement, c'est le pas de vague. Qu'est-ce qui va m'arriver si cette affaire dérape? Pierre-Yves Martin. Écoutez, moi, c'est votre dernière phrase qui m'a interpellé. C'était une phrase de Godard, hein. Rien pour les Juifs, tout pour le Hamas. C'est aujourd'hui. C'est ce que je dénonce. Non, mais lui aussi, Godard se moquait de ceux Godard se moquait de ceux. J'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul otage retenu. Que les méchants, c'est Israël, mais il n'y a plus personne qui parle des otages quand même. Alors que si on veut qu'il n'y ait plus de guerre, c'est simple, ils rendent les otages et ils déposent les armes. Moi, je pense pas. Je pense pas que ça soit la recette. Enfin, je pense que s'il y a libération des otages, il y aura confirmation de la politique d'Israël. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le sujet, c'est de cette professeure de se dire où c'est elle qui demande des minutes de silence. Oui, je ne suis que d'accord avec vous, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Non, mais on a toujours le choix. Non, mais en fait, après, le truc, c'est que si le proviseur était bien présent dans cet établissement, je pense qu'il aurait pu régler le sujet dans l'heure qui suivait et pas faire appeler le rectorat pour intervenir et mettre en place une punition. Mais Pour une fois, quand un rectorat autoritaire, c'est rare. Ouais, c'est vrai. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? Aucun élu n'est tranquille, à l'abri de la violence. Avec vous, Pierre-Yves Martin. Le regard du FMI sur la France. Pierre Archer. Alors moi, on parlera de patriotisme économique et surtout, on parlera des opérations de prédation chinoise sur l'industrie française et donc sur le fond, bien sûr, de l'illusion de la réindustrialisation du pays. Allez, à tout de suite, on fait une petite pause. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix avec vous jusqu'à 19h, bien entendu. Philippe David, Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin et ravi d'accueillir Pierre Archet, qui est directeur de l'hebdomadaire Le Journal d'ici, président du syndicat de presse hebdomadaire régional et aussi notre partenaire, en tout cas pour toute cette semaine, sur la France qui est restée debout. Justement, cette France qui est restée debout avec Félix Mathieu. Rebonsoir Félix Mathieu. Rebonsoir Félix. Et c'est une opération qui dure toute la semaine, c'est ce que je venais de dire, entre le syndicat de la presse hebdomadaire régionale et Sud Radio. Et ce matin, Félix, on a dressé le tableau noir des zones blanches. Des zones quoi ? Pardon, je vous entends mal. Oui. Ça capte pas. Oui, ça capte pas. Les habitants des zones blanches, effectivement, voient rouge. Elle est loin, la promesse de 2019 sur une France 100% connectée. Et le pire, ce qui fait grincer beaucoup de dents, c'est que parfois, on ne capte pas dans des zones qui pourtant sont censées, sur le papier, être couvertes, des zones qui ne sont pas répertoriées en tant que zones blanches. C'est ce que nous a expliqué ce matin Laurence Storr, rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier. Ça peut venir du fait qu'un câble a été coupé, que les réparations vont prendre vraiment très très longtemps à être faites, parce qu'il y a des opérateurs qui sous-traitent, ça va de sous-traitant en sous-traitant, c'est très compliqué. Et les maires, les députés, enfin tout le monde dans l'Allier se bouge effectivement pour faire avancer les choses. En fait, ça dépend de plein de choses. On nous explique que par un mur qui est trop épais, donc ça ne passe pas. La topographie aussi, on a des montagnes, on a des rideaux d'arbres aussi qui peuvent couper donc l'arrivée des ondes. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas si simple de déterminer ce qui fait que ça ne passe ou que ça ne passe pas et quel est le taux vraiment de couverture dans notre département. La rédactrice en chef de la Semaine de l'Allier, Laurence Torres. Alors parfois le problème vient d'un prestataire, un opérateur qui ne répond pas, comme par exemple dans la maison de santé où travaille Quentin Dujon, kinésithérapeute à La Palisse, 3000 habitants. Pas de téléphone durant une semaine dans la maison de santé. Pendant une semaine entière où on n'avait aucune possibilité d'être joint ou de joindre quiconque, mais ça fait à peu près une grosse année qu'on a des soucis avec la téléphonie sur la maison de santé. Le numéro d'urgence, c'était le téléphone personnel du docteur principal de la structure, là, qui recevait du coup 380 appels par jour sur son portable. Puis bon, il peut pas gérer les coups de fil des dentistes, des kinés, de tout le monde. Donc il avait coupé son portable. Par exemple, pour les médecins, le labo peut plus prendre contact avec lui pour lui dire le bilan de Madame Intel est pas bon, faudrait voir. 5-6 personnes qui viennent pas la journée, mais qui préviennent pas, sachant qu'ils ont 5 mois de liste d'attente sur leur. Ils peuvent même pas prendre des patients qui étaient sur liste d'attente. Madame Intel a annulé, je peux vous prendre. C'est pas possible. Alors, il y a les zones blanches et puis il y a aussi les zones noires, comme par exemple à 2 pas de Paris, dans le Val d'Oise. Des zones où il n'y a pas assez en fait de connexion pour tout le monde sur la fibre optique, nous explique Marie-Hélène Goua, présidente de l'association Cadre de Vie Frétois dans le Val d'Oise. En fait, on va tout simplement débrancher quelqu'un pour en brancher un autre. Tous ces débranchements, ils sont payés à l'acte, alors ils doivent dépanner, alors ils débranchent et ils rebranchent. On a à peu près 2 habitants sur 3 qui subissent des problèmes de fibre. Des propos recueillis par Patrick Roger dans La Vérité en face sur Sud Radio ce matin. C'est entre 9 et 10 heures pour cette opération La France qui reste debout avec le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Bon, en tout cas, on aura compris que la France 100% connectée, comme on le promettait en 2019, c'est pas pour tout de suite maintenant. La presse hebdomadaire régionale, dont le président du syndicat était avec nous, Pierre Archet. Quand on entend dans ça, on se dit l'aménagement du territoire. C'est pour quand ? On est dans un pays qui a fortement modernisé ses infrastructures dans les années 50, 60, 70, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte de dérive d'africanisation, quelque part, et d'un pan entier du territoire, au-delà du périphérique et des métropoles. Et là, ça pose 2 problèmes. Ça pose un problème réel de handicap dans la vie quotidienne des Français. Parce que quand on ne peut pas téléphoner, quand on ne peut pas se connecter à Internet, aujourd'hui on était handicapé. Et deuxièmement, ça pose un problème d'attractivité des terroirs français, des provinces, etc. Puisque vous avez des entreprises qui sont bloquées. Là, on parlait de profession libérale, de médecins, etc. Donc ça, c'est un vrai souci. Et ce souci, on le rencontre partout. Alors, il faut savoir aussi parler des trains qui arrivent à l'heure, parce qu'en réalité, sur les questions de fibres, par exemple, il y a des efforts réels qui ont été et des investissements massifs. Ouais. Voilà, je vois que dans mon département, le Tarn, le conseil départemental a investi massivement pour fibrer le département, qui, je crois, est fibré à 98 ou 99% en l'espace de 5-6 ans. Donc, il y a des choses qui sont faites. Le problème, c'est que parfois, elles sont mal faites.
Et c'est là où je parle de dérive un peu à l'africaine, on est un peu dans le à peu près, quoi. Et ça, c'est un. Mais ça devrait être la priorité de toutes les régions, c'est ça le. Ça devrait être une priorité nationale. Bien sûr. On vit dans un monde. Certains sont en Edge et d'autres sont déjà en 5G. Mais... Alors, il y a évidemment un problème d'inéquité territoriale entre des territoires, comme on dit, j'ai horreur de ce mot, mais des territoires qui sont bien desservis. De façon générale, on a traité les problèmes d'enclavement de routiers, notamment dans le Tarn en début de semaine. On a parlé avec nos amis de l'écho du Berry, de la désertification médicale, la semaine de l'Allier avec les zones blanches, etc. Et avec la vie corrézienne, on a évoqué les problèmes de fermeture de commerce et de services publics dans les zones rurales. C'est un problème d'inégalité, c'est un problème d'inéquité territoriale. Il n'y a pas deux sortes de Français. Ceux qui ont le droit d'être mobiles, d'être connectés, d'avoir des services de proximité, et puis ceux qui vivent au fin fond de la Pampa, c'est-à-dire encore une fois au-delà du périphérique parisien et au-delà des métropoles. On a des chiffres sur ces zones blanches ? Moi, je n'en ai pas, mais il en existe forcément. Mais c'est un phénomène qui est prégnant alors, qu'il y a beaucoup. Encore une fois, quand on a cherché, lorsqu'on a préparé l'opération, et lorsqu'on a cherché justement des secteurs du territoire national où il y avait des zones blanches, en réalité, en appelant les éditeurs d'hebdo régionaux, je me suis rendu compte que c'est un phénomène qui est quand même en voie de résorption. C'est moins cruel et moins prégnant qu'il y a 5-10 ans. Mais ça existe. Et parfois, moi, quand on traverse le Tarn, qui est un département qui est relativement bien couvert en téléphonie mobile et en connexion Internet, etc., quand je traverse le département, ce qui m'arrive 2 fois par jour à l'aller et au retour, pour aller au siège du journal, eh bien, j'ai des trous, je suis au téléphone, et puis, poum, on est coupé. Et puis, ça reprend 2 minutes après. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité de votre conversation. C'est pas que les gens vont raccrocher. C'est captivant. C'est une zone blanche. Bah non, c'était juste pas très intéressant. Non, en tout cas, merci. Je peux pas avoir la voix blanche, mais... Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et on sera ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous êtes la bienvenue. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Oui, en pleine forme. Tant mieux. Dis donc, vous êtes remonté comme une pendule aujourd'hui. En pleine forme. Il a rangé le bureau, il a fait des trucs. Oui, je sais pas ce qu'il a. c'est bien. C'est pas. Oui, tout va très bien. Bon, mais ça va, mais extrêmement bien. Dès qu'il parle de boules, c'est impeccable. Ouais. Ah oui. Moi, j'adore, y compris la lyonnaise. Vous connaissez les grosses boules là qu'on tire de l'eau. J'adore jouer à la pétanque. Moi aussi. J'adore ça. Vous aimez ça, vous qui êtes du Sud? Moi, j'adore la pétanque. J'y joue très mal, naturellement, mais j'adore le golf et je joue très mal aussi. Donc. J'allais dire, faut arrêter de jouer avec les boules, mais on va encore dire que je dis des trucs. Bon, moi, bizarres. je lance le club plus loin que les boules. Donc, Très bien. Allez, autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous, Pierre-Yves Martin et Pierre Archet que vous venez d'entendre, qui est directeur de cet hebdomadaire canon qui s'appelle Le Journal d'ici, président du syndicat de la presse hebdomadaire et notre partenaire sur cette belle opération qui dure encore toute la semaine. La France qui reste debout avec Sud Radio. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Le tour de table. De l'actualité. Et le réalisme insupportable, c'est quand même extraordinaire. Philippe Bilger, aucun élu n'est à l'abri de l'explosion de la violence. En fait, compte tenu de l'état du pays, on est amené assez régulièrement à traiter des sujets qu'on a déjà évoqués. Mais là, c'est le ministre délégué Buffet qui a rappelé dans un entretien qu'aucun élu n'était à l'abri de l'explosion de la violence, et il a rappelé des données incontestables, notamment le fait que les violences s'accroissent, s'amplifient, que les insultes et les outrages continuent à s'exercer. Mais petite nouvelle, apparemment les derniers chiffres montrent qu'il y a un petit peu moins d'insultes et de violences par rapport à l'année 2024. Et il a indiqué qu'un certain nombre de garde-fous sont mis en place, et notamment
notamment la condamnation qui est souhaitée parfois plus sévère de la part des magistrats, des appels téléphoniques, que sais-je, qui permettent à des élus d'alerter lorsqu'ils sont scandaleusement victimes. Alors, je vous donne les chiffres quand même, qu'on se rende compte. Jean-Noël Buffet il parle de 10% de violence, 68% de menaces et outrages, dont 24% par Internet et 8% de destruction et de dégradation. Voilà. Ce qui est énorme. Je trouve ça hyper inquiétant. Et je me demandais, quand j'écoutais Philippe, je me demandais quelle était la durée de réaction. Voilà, quand on sent qu'il y a un dérapage de violence, quelque forme qu'elle soit, voilà, et quand il y a une condamnation, est-ce que c'est fait rapidement ou pas? Mais je crains que ça mette un peu de temps. Et l'autre point que vous soulevez quelque part indirectement, c'est qu'est-ce qui va se passer, notamment aux prochaines élections municipales et pour les suivantes, parce que effectivement il y a un vrai sujet de je veux pas être candidat si c'est pour m'en prendre plein la figure, quoi. Et vous avez raison, c'est lors de ces élections que les violences augmentent, et c'est peut-être le seul élément positif, c'est à cause de ces explosions de violence que finalement les citoyens de gauche ou de droite sont assez favorables à une lutte ferme contre l'insécurité. Pierre Archer. Absolument, c'est qualité. Pierre-Yves Martin, votre tour de table, quand le FMI regarde la France, ça c'est plutôt inquiétant, les Grecs en savent quelque chose. Oui, c'est plutôt inquiétant. En fait, chaque année, le FMI réalise et publie une étude consacrée à la France. Et cette année, on pourrait traduire cette étude comme un réel avertissement, puisqu'effectivement, l'engagement des autorités françaises à ramener le déficit en dessous de 3% d'ici 2029 est bienvenu et doit être, dit l'institution, étayé par un ensemble de mesures bien définies et crédibles. Et c'est bien là le sujet où le bas blesse, c'est que le FMI invite le gouvernement à bâtir, je cite, d'urgence, un ambitieux plan d'économie. Et alors, d'ambitieux plan d'économie, moi je n'ai rien vu. Il propose du coup de s'attaquer à ce sujet d'imposition trop élevée de la France, d'une part, et surtout comme solution contributive, il propose de relancer une réforme de l'assurance chômage et des retraites. Bon, donc vous voyez que ça va être un petit peu compliqué. Et pour finir, un peu sous forme pessimiste et sombre, le ministre de l'économie a estimé que l'institution internationale soulignait que notre effort actuel de réduction du déficit et nos perspectives économiques sont crédibles. Et du coup, c'est ce dernier point qui m'inquiète, parce que je me dis que rien ne va être fait, aucun plan d'économie puissant va être défini et mis en œuvre, et qu'on va se retrouver vraiment à un moment dans une situation caricaturale où le FMI va être appelé à la rescousse pour porter les finances de la France dans une optique de réduction de coûts et de réduction de déficit très violent, de type ce que la Grèce a vécu. Il y a quelques années, 2008 je crois, Philippe Bilger. Non mais Pierre, je ne vois pas. J'ai lu la même chose, hein, mais ouais. C'est vrai qu'on rentre dans un cycle qui peut être punitif. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le dernier tournant, quoi. Ouais. Je crois qu'en 2007, il y avait un Premier ministre qui s'appelait François Fillon qui avait dit à l'époque je suis à la tête d'un État en faillite, ce qui par ailleurs lui avait valu quelques déconvenues. Mais je veux dire, voilà, on sait que parce qu'on parle toujours des mêmes sujets depuis plusieurs décennies maintenant, parce que dès qu'il faut ajuster, on parle de réformer les retraites, de réformer l'assurance chômage, etc., etc. Mais en réalité, on parle jamais d'économie, de vraies économies, celles qu'on ferait dans une entreprise ou que vous faites dans votre budget, vous, si à un moment donné il y a un déséquilibre entre les recettes et les dépenses, tout simplement. Et ça, on le paiera cash, et on commence déjà à le payer parce qu'on voit à travers les sujets qu'on évoquait aussi tout à l'heure aujourd'hui, le sous-investissement dans les infrastructures, etc. L'autoroute A69 Castres-Mazamet-Toulouse, c'est clairement un choix de concession autoroutière parce que l'État n'avait plus les moyens de passer à la caisse. Voilà, on est là-dessus. Donc on arrive un peu au bout de ce système et je crois qu'on va le payer cher. Mais probablement dans un premier temps, on va le payer d'une façon ou d'une autre par des hausses des prélèvements. Parce qu'on ne sait pas économiser, en revanche, on sait fiscaliser.
Votre tour de table, c'est sur la reprise par un groupe chinois de l'entreprise Safra à Albi qui fabrique des autobus. Absolument, c'est symptomatique de l'absence de stratégie industrielle de la France depuis déjà très longtemps. De quoi parle-t-on ? On parle d'une entreprise qui a un vrai savoir-faire autour de la construction de bus à hydrogène, notamment. Oui. Qui est une filière qui a été décrétée stratégique il y a 5 ans de ça. Et d'ailleurs, c'est à Albi, chez Safra, que le premier comité interministériel de la filière hydrogène s'était réuni il y a 5 ans avec 3 ministres, etc., etc. C'est une entreprise qui a bénéficié en 5 ans de 10 millions d'argent public sous forme de subventions diverses. Ah oui, quand même. Voilà, et c'est une entreprise donc qui est en difficulté. Et mardi, le tribunal de commerce d'Albi a choisi un repreneur, et il a choisi un repreneur chinois. Et ça, c'est un vrai problème parce que on sait ce qui se passe dans ces cas-là. Eh bien, il y a une stratégie de l'actionnaire, du nouvel actionnaire, qui est une stratégie de cannibalisation, tout simplement. Et puis ça se termine en démantèlement. Par un démantèlement. C'est ce qui est arrivé à une autre entreprise de l'agglomération albigeoise il y a 2 ans, 3 ans. Donc, ça veut dire prendre le savoir-faire et finalement... On prend le savoir-faire, on prend les carnets d'adresse, aussi on prend de la crédibilité aussi, quelque part. Et après, on se dit on ira plus vite en allant le prendre qu'en le faisant nous-mêmes, en apprenant à le faire nous-mêmes, parce que les Chinois savent faire, hein, mais là ils vont plus vite. Et alors on est au-delà du cas de Safra, naturellement. On connaît tous les cas fameux, Alcatel, Alstom, etc. Là, on est sur là aussi une forme de naïveté parce que l'État, à travers le ministère public, au tribunal de commerce, requiert pour la reprise par le chinois, alors qu'il y avait une alternative française qui était tout à fait crédible, qui est défendue par la gauche, par la droite, par les collectivités locales, etc. etc. Nonobstant, parce qu'il paraît qu'il y a 10 emplois ou 20 emplois d'écart dans le nombre de salariés repris, et un chouïa moins de fonds qui sont réinjectés dans l'entreprise, on choisit le chinois, moyennant quoi on court le risque dans 2 ans de se retrouver avec 0 salarié. Et comme d'habitude, voilà. Et on parle de réindustrialisation, de grands plans, voilà. Et c'est ça. Merci beaucoup, Pierre Archer. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette grogne des taxis, pardon. La mobilisation des taxis contre le VTC et la nouvelle tarification des malades à Marseille, en tout cas. Les VTC foncent. Un VTC a foncé dans 2 personnes et qui a fait 2 blessés. Alors parlons vrai. Trouvez-vous légitime les blocages dans les villes? Et à cette question de transport sanitaire VTC, comprenez-vous la colère des taxis? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est Rachid Boudjema qui sera avec nous, taxi marseillais et président de l'Union nationale des taxis. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi paraît très intéressant. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, Gémeaux.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table joyeuse, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Comment ça va ce livre? Ça va. J'ai l'impression qu'il va pas trop mal. Voilà. Ah, donc vous voilà riche alors. Ah, c'est pour ça qu'il a des montres en or. Loin de la richesse. Ah, il y a des cagnottes sur le quiz alors. Il y a des cagnottes, exactement. Je comprends votre âpreté. C'est une bonne réponse, un livre. Bam, et on est comme ça, nous. Pierre-Yves Martin, consultant, et Pierre Archer, qui est notre partenaire, puisqu'il est le directeur de l'hebdomadaire Le Journal d'ici, et de cette belle opération La France qui reste debout. Et on vous en entendez parler bien sûr dans Les Vraies Voix, mais aussi le matin dans le Grand Matin Sud Radio. Et on est très heureux de ce partenariat. En attendant, tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. C'est un mouvement parti pour durer. À la boulette. La mobilisation ce matin des taxis qui sont appelés à manifester dans toute la France pour protester contre un projet de nouvelle tarification. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On ira jusqu'au moment où le gouvernement arrêtera de nous mépriser. Ah oui, c'est bien ça. Certains dorment dans leur voiture durant la mobilisation. C'est pas légal. Plus on va monter dans le temps, et plus ça va se renforcer. On est presque arrivé? Non, on n'y est pas. On est presque arrivé. Non! Et de Marseille à Pau, en passant par la région parisienne, les taxis se mobilisent contre cette nouvelle tarification du transport de malades et contre la concurrence déloyale des VTC. Le gouvernement leur promet de renforcer ces contrôles de VTC, justement. Alors parlons vrai. Est-ce que les VTC font de la concurrence déloyale aux taxis? À cette question,
Transport sanitaire, VTC, comprenez-vous la colère des taxis? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Rachid Boudjema est avec nous, taxi marseillais, président de l'Union nationale des taxis. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer par vous, Rachid. Où on en est pour l'instant? Pour l'instant, bonsoir à tous. On a une première annonce qui semblerait que le cabinet du Premier ministre veuille nous recevoir samedi après-midi. Je mets tout ça au conditionnel. Mais voilà, ça semble vouloir se décanter un peu enfin. Décanter, mais pour l'instant, les barrages sont toujours présents. Tant qu'on n'aura pas une communication claire des services de l'État pour dire qu'on va mettre un terme déjà à cette convention qui est arbitraire, parce qu'on nous pointe du doigt en disant que les taxis coûtent à la sécurité sociale, ce qui est faux encore une fois. Les taxis ne coûtent rien du tout puisque ce sont les assurés qui coûtent éventuellement, mais il faudrait dire les choses clairement. Nous, on ne fait que répondre à une prescription des médecins. On ne dit pas que les pharmaciens coûtent ou les médecins coûtent. Donc ce serait bien qu'au niveau de la sémantique, on corrige un peu ces éléments de langage. Et puis d'autre part, on a une concurrence sauvage des VTC, cette plateforme américaine qui contourne la réglementation à laquelle il faudrait mettre un terme. Philippe Bilger. Quel est finalement, j'ai un peu entendu parler de cette fronde, vous auriez à dire quel est le principal grief que vous faites à ce qui est prévu? Est-ce que c'est le problème de la concurrence des VTC ou bien les tarifs qui risquent d'être insupportables? Les deux, monsieur. À la fois pour ce que définit l'assurance maladie et qu'elle nous impose sa tarification et elle nous nationalise. Pourquoi? Nous, on est d'accord pour faire des économies. On est absolument d'accord parce que nous aussi, on est des contribuables et on n'aime pas, comme tous les Français, payer trop d'impôts, même si on est conscient qu'il en faut. Cependant, il ne faudrait pas que l'assurance maladie nous dise je vais vous fixer le prix qu'on remboursera aux assurés, mais en plus, vous allez devoir vous assumer ce que je ne rembourse pas. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est ça qu'on regrette. Quant à savoir maintenant concernant les plateformes américaines, on a quand même affaire à un scandale. On a des plateformes qui CRT. Bon, si demain on nous propose la même chose à nous taxis, on pourra faire les mêmes efforts. Mais l'équation, elle est difficile à résoudre. C'est-à-dire que nous, on paye nos contributions sociales et fiscales. Ce serait bien que ce soit le cas pour tout le monde et qu'il y ait des contrôles de la réglementation. Moi, j'avais une question. Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que concrètement vous attendez de cet échange que vous allez peut-être avoir avec le cabinet du Premier ministre samedi? Est-ce que vous attendez de leur part une simple écoute et puis après ça va durer des semaines de réflexion, etc., etc. Ou est-ce que vous attendez de leur part une proposition concrète, ou est-ce que vous arrivez avec une proposition chiffrée, des étapes de négociation, etc. Comment on prépare cette échéance-là? Nous, on arrive avec des échéances concrètes. Il nous faudra un calendrier de travail parce qu'on va déjà on demande concernant la convention entre l'assurance maladie et les taxis un médiateur, parce qu'il faut sortir de ce bilatéralisme entre les représentants de la profession et le directeur général de la CNAM qui encore une fois ressort sans aucun procès verbal, c'est-à-dire au niveau des échanges. Donc on demande un médiateur qui soit nommé. Moi j'ai émis l'idée d'avoir un médiateur comme Laurent Grand-Guillaume, qui est un homme qui est tout à fait à la hauteur de ce genre de débat. Donc voilà, j'ai émis cette idée. Maintenant, à eux de faire quelque chose. Deuxième étape, il va falloir qu'on ait un calendrier de travail concernant l'application de la réglementation pour la marque électronique des VTC. On a besoin d'un calendrier, on a besoin de sortir de cette cornérisation de la profession. Sinon, on est en train d'étouffer. C'est une concurrence déloyale. Il y avait eu tout un grand plan justement sur les fraudes aux aéroports. Ça, on est où, ça? Vous êtes Non, je disais, il y avait eu un grand plan justement pour éviter les fraudes, les faux taxis, les faux aux aéroports. Je pensais qu'il y avait mis en place quelque chose qui avait été mis en place. Pour l'instant, on en est toujours au même stade. Par contre, ce qu'on sait, c'est quand il y a une volonté de mettre en place, en ce moment sur l'aéroport de Nice, étant donné qu'ils ne veulent pas de perturbations pour la période du festival de Cannes, ils ont mis les moyens et on a très peu de VTC qui opèrent. Donc vous voyez, quand on veut mettre les moyens pour faire respecter la réglementation, les choses avancent. Mais pour l'instant, sur les aéroports parisiens, il n'y a rien qui évolue.
Pierre Archer. Pardon d'être un peu provoquant, mais est-ce que les taxis ne paient pas aussi un certain nombre de pratiques ou de comment dirais-je, ou de qualité de l'accueil du client, du service client, à une époque, oui, du service client, de la qualité du service, effectivement, qui pendant des années a été extrêmement déficient, même si effectivement il s'est amélioré. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, si ce problème d'ubérisation était un problème franco-français, effectivement, vous auriez pu nous accuser en nous disant c'était la qualité de service qui n'était pas à la hauteur. Les taxis anglais, les Black Cats, ont été définis comme étant les meilleurs taxis au monde. Et pourtant, ça n'a pas empêché Uber d'installer plus de 45 000 VTC sur place. Ça a été la fiscalité qui a mis un terme à ça. Quand on a demandé, on leur a demandé de contribuer. Donc l'idée qui consiste à dire on avait des taxis qui étaient gronchons, ou des véhicules pas propres, je pense que c'est un argument qui ne tient pas. C'est qu'une question, encore une fois, d'optimisation fiscale et d'un contournement de la réglementation. Ce n'est que ça. Après, on essaye de nous accuser de plein de choses. Je pense qu'on constate quand même, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est tous parfaits, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que les taxis jouissent quand même d'un grand capital de sympathie, au moins pour ceux qui les empruntent régulièrement. C'est un manque à gagner de combien l'arrivée des VTC pour vous, les taxis? Ça a été surtout, encore une fois, l'allongement du nombre d'heures de travail. Vous avez des endroits où les taxis travaillent jusqu'à 15 heures par jour et avec une perte chiffrée jusqu'à 27%. Donc, on allonge le temps de travail et en plus, on a un manque à gagner sur nos ressources. Et est-ce que le conflit risque de durer ? En tout cas, on est parti pour. On est déterminé à ne pas lâcher tant qu'on n'aura pas des garanties, un calendrier de travail sur nos revendications. On ne demande pas grand-chose. On demande uniquement le respect de la réglementation d'une part et un calendrier de négociation avec un médiateur indépendant pour la convention d'autre part. Merci beaucoup en tout cas. On voit que vous êtes encore sur le terrain. Merci beaucoup Rachid Boudjema d'avoir accepté cette invitation. Taxi marseillais et président de l'Union nationale des taxis. Et bien entendu, on suivra bien cette grogne avec Sud Radio. En attendant, on a offert des cadeaux aujourd'hui. On voulait remercier Angèle d'avoir gagné à Mont-de-Marsan, à qui on fait un gros bisou puisqu'elle a gagné ce bracelet Fête des mères. Et bien entendu, et au 0826 300 300, c'est Jacqueline qui est avec nous de Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous entendre et de savoir que j'ai gagné. C'est génial. Bah oui, c'est mieux de gagner ou de nous entendre. Les deux. Alors, attendez, je gagne moins souvent que ce que je vous entends. Merci, ça mérite des applaudissements. Bravo, merci beaucoup. Et vous préférez qui dans l'émission? Non, je plaisante. Ça dépend des jours, mais il y a des fois où je me mets en colère. C'est bien, c'est ça le débat. Vous êtes d'accord, Jacqueline? Tout à fait. Absolument. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé pour débattre, mais je le fais silencieusement. Très bien. En tout cas, vous avez remporté un pack Lexon et on est très heureux de vous l'offrir. Si je retombe dessus, bien entendu. Où est cette feuille? Il est là. Oui, vous avez gagné une bubble lamp et une enceinte Tamo. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir sans fil. Quand vous allez vous réveiller la nuit, vous allumez votre bubble lamp et voilà, pas de problème, vous ne tomberez pas. Super. Et puis vous pourrez nous écouter également grâce à l'enceinte Tamo. Bien sûr, et comme ça vous pouvez mettre la mettre à l'extérieur sur votre table d'extérieur si vous en avez un. Très bien. Écoutez, c'est très très sympa. Effectivement, ça va me rendre service. Et en plus, les enceintes sont étanches à l'eau, donc vous pouvez les mettre sur le bord de la baignoire, elles tombent dedans. Je peux aller me baigner avec. Oui, absolument. Vous les mettre sur le bord de la piscine et puis si vous faites un gros plongeon, ça résistera à l'eau. En tout cas, merci beaucoup, Jacqueline. Merci, en tout Jacqueline. cas, c'est moi qui vous remercie. Donc, merci à vous, Sud Radio, puis merci à Lexon aussi. Alors, exactement. Je vais découvrir leurs produits. Découvrir ces produits. On vous embrasse très fort et merci de votre fidélité, Jacqueline. À très bientôt. Et on va remercier Philippe Bilger, bien sûr, Pierre-Yves Martin et Pierre Archet, directeur de l'hebdomadaire du Tarn, du Lauragais. Et puis le journal, ça s'appelle le Journal d'ici, président du syndicat de la presse hebdomadaire régionale. On était très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, avec cette semaine qui continue jusqu'à demain. La France
France qui reste debout en partenariat avec Sud Radio, bien entendu. Ce fut un bonheur partagé pour nous, les aides régionaux. C'est une opération qui... magnifique, moi j'ai adoré. C'est une belle opération et vous êtes les vraies voix, vous êtes la radio qui parle vrai, nous sommes les médias du pays réel. Et nous sommes la radio des territoires aussi, comme vous. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France, avec plein de belles entreprises encore. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h.